Deuxième partie de l'émission consacrée donc au bouleversement d'hier soir. Double coup de théâtre avec les défaites à domicile de Monaco et du Paris Saint-Germain, le leader et l'outsider. On commence avec le Paris Saint-Germain qui recevait Toulon, Bernard Renaud. La victoire tient parfois des petits riens. Tenez par exemple, il aurait suffi que Germain appuie un peu plus son tir pour que dès la deuxième minute, le PSG ouvre la marque. Au lieu de cela, les Parisiens se sont contentés de contrôler la partie et la seule véritable émotion des 25 premières minutes fut l'entrée en jeu de Bernard Pardo après 6 mois d'absence. Il remplaçait Reynaud. 27e minute, Sassadim, longue balle en avant récupérée par Fournier sur la droite, centre en retrait. Bravo, Paris 1, Toulon 0. Ce sera le score à la mi-temps. La seconde période commence comme la première par une belle occasion de creuser l'écart. Fournier à droite, Borelli pique le ballon dans les pieds de Bravo. 65e minute, les Parisiens toujours aussi faciles, trop faciles même. Comme Boiré sur la gauche, il est pressé par Mérieux, passe en retrait à Batz, Revel intercepte et trompe le gardien parisien. Un partout. Effusion de courte durée pour les Toulonnais, car les Parisiens vont rapidement reprendre l'avantage. Fournier, encore lui à la réception de cette longue ouverture. Bravo en pivot. Pérez, 2-1 à moins de 20 minutes de la fin de la rencontre. Cette fois, il semble bien que la messe soit dite. Ce n'est pas du tout l'avis des Parisiens. Berenguer à la remise en touche. Mérieux, Rodriguez et Blanc du pied gauche égalise. Batz abattu, d'autant que cette égalisation intervient à la 89e minute. Et ce n'est pas terminé. En 60 secondes, le match bascule. Mauvais renvoi de la défense parisienne, récupération des Toulonnais et comme à la parade, Leonardo Rodriguez fusille Joël Batz. Batz qui n'avait encaissé que 4 buts en 12 rencontres, en a encaissé 3 en 90 minutes. Le football est vraiment bizarre. En tout cas, après Marseille, c'est donc le PSG qui subit la loi de Toulon. Je pense que ce qu'il faut retenir ce soir, c'est plus la victoire de Toulon que la défaite de PSG. Je pense que la qualité mentale de ce groupe s'est révélée au grand jour. Et dans notre modestie, dans ce championnat, puisque notre classement est ce qu'il est, nous avons rencontré dernièrement les meilleurs du championnat. Nous avons fait quand même des prestations plus que satisfaisantes. Je regrette effectivement que l'ensemble de l'équipe est plongé dans les 10 dernières minutes et que Toulon en ait très bien profité, avec efficacité, avec vivacité, avec aussi beaucoup de réussite. Mais bon, on perdra peut-être d'autres matchs dans le championnat, c'est pas une catastrophe nationale et pour nous ça ne remet rien en cause. Hier, c'est Toulon qui nous a fait rêver. A noter qu'il y a eu des incidents au Parc des Princes. 8 personnes ont été interpellées pour dégradation de biens privés, outrage et rébellion. Elles seront poursuivies par la police. Il est vraiment dommage que ce nouveau Paris Saint-Germain déclenche de tels débordements. On poursuit donc avec une autre grosse surprise que Arsène Wenger avait presque senti venir. Souvenez-vous de ses déclarations après le 8-0 contre Swansea, Monaco-Toulouse, Yves Kupferminck. Avec 6 titulaires indisponibles et une équipe d'à peine 23 ans de moyenne d'âge, Toulouse n'attendait pas grand-chose de ce déplacement chez le leader Monaco. Pire, le TFC est inquiet. Les 8 buts inscrits mardi dernier en Coupe d'Europe ont dû troubler le sommeil de ce jeune gardien de 20 ans. Il s'appelle Fabien Barthez et dispute son 3e match seulement en première division. Pour lui, la soirée s'annonce chaude, d'autant que Monaco s'installe d'emblée dans le camp toulousain, se montrant dangereux dès la 8e minute par Georges Weah. Le Libérien est contré in extremis par Soukas, heureusement pour le remplaçant de Robin Hugues. Il faut voir que Monaco est une grande équipe, il n'y a pas que Georges Weah. Vous prenez les Gérald Passy, Mendy, toute l'équipe, c'est une très grande équipe. Jamais de la vie on n'aurait pensé faire un résultat à Monaco. Inquiet, oui, comme la plupart des équipes venant jouer à Monaco. D'autant plus inquiet qu'à la 33e minute, sur ce coup franc, Petit trouve Mendy au 2e poteau, mais la tête du libéro monégasque est légèrement trop croisée. Monaco domine, mais paradoxalement a du mal à troubler une défense toulousaine bien regroupée devant son gardien qui n'aura qu'une seule intervention déterminante en fin de première période dans les pieds de Rui Barros. 0-0 à la mi-temps, devant l'incapacité de son équipe à emballer le match, Arsène Wenger remplace simultanément Passy et Fofana par Youri Djorkaeff et Christophe Robert. Le résultat n'est pas vraiment concluant puisqu'il faut attendre une demi-heure en seconde période pour voir enfin une occasion monégasque avec une tête de Weah bien captée par Barthez.
Il reste un quart d'heure à jouer, les Toulousains prennent peu à peu confiance et tentent enfin quelques contre-attaques. Malheureusement pour eux, sur celle-ci, Marsico se blesse à l'épaule. Sans doute une petite luxation. Il doit quitter le terrain, remplacé par Bancarel. Un coup du sort, un de plus pour Toulouse, qui 8 minutes après ce changement va réussir le contre parfait. Delpech lance Bancarel à la limite du hors-jeu. Anthony Bancarel dribble Ettori et marque dans le but vide le premier but de la rencontre. Toulouse mène 1-0 contre le cours du jeu. Monaco ne s'en remettra pas. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Dans la minute qui suit le but de Bancarel, Wea a une balle d'égalisation, sauvée par Barthez. 30 secondes plus tard, nouvelle action dangereuse, mais il y a toujours un pied ou une tête toulousaine pour contrer un ballon qui ne veut décidément pas rentrer. Monaco commence à s'énerver, alors que Fabien Barthez, lui, s'éclate. Je pense que les gardiens se font plaisir dans ce genre de rencontre. Tous les gardiens, c'est obligé, on a ballon sur ballon. Rien de plus beau pour un gardien. 90e minute et dernière action de Monaco. Centre de Djorkaeff, tête de Mendy, mais ça passe encore au-dessus. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Monaco jette ses dernières forces et comme c'est souvent le cas, dans de pareilles situations, se fait une nouvelle fois prendre en compte. Avec Jean-Philippe Delpech, puis Michel Pavon sur la gauche qui prend de vitesse Claude Puel. Centre pour Anthony Bancarel qui marque son deuxième but de la soirée. 2-0 à la vue d'une telle rencontre, c'est le hold-up parfait. Monaco concède sa première défaite à domicile de la saison. Un match que n'est pas prêt d'oublier Fabien Barthez. A signaler un nouvel accident pour les joueurs de Victor Svinka. Le milieu de terrain Nicolas Rodor a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il regagnait son domicile. Il souffre d'un léger traumatisme crânien, d'une fracture de la clavicule et il a également été touché au genou. Il a été hospitalisé à l'hôpital militaire de l'Arrêt à Toulouse. Nous lui souhaitons bien sûr un prompt rétablissement. Jean-Michel, on revient sur ces deux énormes surprises. Comment deux équipes de tête du championnat peuvent craquer comme ça et de surcroît sur leur terrain? Je crois que ce relâchement, c'est ce qui sépare en fait les bonnes équipes, les équipes du haut de classement d'une grande équipe. Il y a des matchs que l'on doit savoir gagner en souffrant ou parfois même à l'économie. Il en est d'autres où l'on doit se contenter du match nul. C'était le cas de Monaco. Ils ont oublié un petit peu les Monégasques et les Parisiens. Ils ont voulu obtenir davantage et ils se sont exposés au contre adverse. Nul doute qu'à Monaco et à Paris Saint-Germain, la leçon sera retenue, mais nul doute qu'à Monaco et que le Paris Saint-Germain rencontreront sur leur route d'autres Toulon et d'autres Toulouse. Marseille-Nantes, c'était donc le match du premier sacre de l'OM cette saison. Marianne Macot était au stade Vélodrome. La pluie qui imbibe les 2/3 des gradins et la grève des transports marseillais ont découragé du monde. Pas plus de 20 000 personnes pour le tournant de cette 13e journée. Encore fallait-il le deviner, c'est vrai. Moser à l'offensive, dans l'axe sur Waddle, le soutien vient de Stephen. Il décale Pelé sur l'aile, tir trop croisé là du Ghanéen. 14e minute de jeu, coup franc de Waddle pour Steven. Il tente un 1-2 avec Deschamps, bousculé mais Trevor Steven récupère et marque. Marseille mène donc rapidement par 1-0 et c'est le deuxième but de la saison pour Trevor Steven avec l'OM en championnat. Nantes élabore une attaque, Carambeu pour Edeli, sur l'aile Seyoum, il temporise un peu au centre, il y a Loco, il rate un peu son contrôle, les Bolis dégagent sans fioriture. Une contre-attaque se développe immédiatement, Chris Waddle a trouvé Pelé, il tente de lober Marot, mais surtout il se claque à la cuisse gauche, ça va lui valoir certainement 2 à 3 semaines d'indisponibilité, Xvereb le remplace. Marseille attaque toujours, coup franc de Waddle, dégagement d'Edeli à suspense, il redescend ce ballon, Marot essaye de l'intercepter, Steven reprend, mais il y a de nombreux défenseurs nantais, Carambeu en l'occurrence, qui sauve le but. Dans la foulée, Steven sur Waddle, déviation pour Didier Deschamps, il garde un peu la balle pour faire oublier Papin sur sa droite, un tir tendu de JPP stoppé par Marot. Au bout de cette demi-heure de domination marseillaise, corner de Waddle pour la tête de Xvereb levé très haut, 2-0 pour Marseille. Dernier assaut avant la mi-temps pour les Nantais, Carambeu lance Tiernoyoum, encore en position d'ailier, toujours à droite, pour la tête de Jean-Michel Ferrari tout au centre, mais son tir est un petit peu trop croisé. C'est la mi-temps, 2-0 pour l'Olympique, comme l'appellent mes collègues étrangers, et ça dégouline de plus belle, sans perturber pour autant les Marseillais, peu habitués au terrain ingrat. Waddle sert Xvereb et Solé, le marquage nantais va s'alléger dans cette deuxième période. Marot résiste bien au tir de Xvereb et Bonalaire dégage.
Puis Monsieur Lartigot déclenche le plan hors sec. Carton rouge pour Moser après ce coup de coude sur Hume. Moser avait déjà un carton en première période, comme Thierry Bonalert qui va lui aussi payer d'une expulsion cette accumulation de cartons. 1 heure de jeu, Pascal Olmeta s'ennuie sous la pluie, une sortie avec un très grand pont. Et ses plus vifs encouragements pour Daniel Xvereb, qui lui a vu Jean-Pierre Papin, qu'on n'a pas vu en revanche beaucoup jusqu'ici. Mais jusqu'ici seulement, il faut se méfier de l'eau qui dort. Il y en avait de l'eau hier soir sous les crampons de Papin. Et dans cette dernière demi-heure, il met tout en marche pour marquer. Après la reprise de volée, voici un coup franc détourné par le mur. 2 minutes plus tard, Basile Boli monte pour le servir. Et David Marot s'interpose encore. Il reste un quart d'heure à jouer. Didier Deschamps, balle au pied, relais avec Waddle. Au centre, il y a Jean-Pierre Papin. Encore une tentative de reprise de volée, mais cette fois-ci, elle passe 3-0 pour l'OM et 10e but cette saison de Papin. Nantes subit le score, mais n'est pas complètement abattu. Endoram, remplaçant de Carambeu, est relancé par l'aile de pigeon de Bourouchaga. Son tir frôle le poteau d'Olmeta. L'OM joue relax. Encore une facétie de Pascal Olmeta. Il se le permet, car il sait, comme ses coéquipiers, que Monaco est mené chez lui et que pour l'instant, l'OM est leader pour la première fois de la saison. On ne pouvait pas se permettre de le manquer, puisque de toute façon nos supporters nous disaient ce qui se passait et ça c'était super pour nous. Quand on mène 3-0 et qu'on entend que Monaco et PSG perdent, bon, ça nous fait que nous motiver de plus. Et voilà la motivation en travaux appliqués. Bail se relance Papin, tête amortie poitrine, crochet, manque juste la finition pour parachever cette démonstration technique. Et Nantes n'est pas mort, Loco dévale, son centre est contré, mais Endoram récupère pour Marcel Desailly, monté assez haut et finalement Vulik tire et la balle rebondit sur la lucarne d'Olmeta. Dernière minute, Waddle passe à Amoros, il a du champ et il voit qu'au centre il y a Papin. Tout seul devant Marot, une pichenette au-dessus du gardien nantais, 2e but de Papin, 4e de Marseille. L'an passé, Nantes avait encaissé 6 buts ici. L'OM qu'on a cru fatigué il y a 15 jours lorsque Lens est venu faire match nul au stade Vélodrome, s'est bien repris. Alors Jean-Michel, on passe au classement. Sans perdre de temps, avec le changement des leaders que vous avez annoncé, le retour de Metz parmi les tout premiers et surtout avec 15 points, donc le même total que le 4e, Le Havre. C'est le grand fait aussi de cette 13e journée, Le Havre promu 4e. Bravo au club doyen. Bas du tableau, Nancy et Rennes ont gagné. Sochaux qui jouera à Cannes à 20h30 et Lyon, rappelons-le, qui recevra Saint-Etienne à 19h dans 8 minutes. Sochaux et Lyon doivent se méfier. Groupe A, Brest a renoué avec la victoire au stade Francis Leblay, mais Valenciennes et Angers ont aussi gagné. Par contre, Rouen s'est incliné. Précieuse victoire de Beauvais à Bourges. Groupe B, Bordeaux perd un point sur Strasbourg, qui en a donc maintenant 2 d'avance. Derrière, Istres et Perpignan ont été battus. Tous ces résultats sur le Minitel, 36-15 code TF1. Quant à nous, pour être complet, il nous reste à rejoindre Jean-Claude Laval, qui est déjà revenu du Parc des Princes et qui nous attend pour le loto sportif. Après une bonne nuit. À toutes et à tous, et j'ai eu le privilège hier soir de voir Thierry Roland justement dans les tribunes du parc et il garde la barbe et en même temps l'influx nerveux. J'espère que vous en aurez conservé maintenant pour examiner cette grille 1N2, c'est parti. Une grille un peu compliquée a priori puisque des matchs ont déjà été joués avant les délais donc pour donner votre fameux ticket aux dépositaires. C'est le cas par exemple d'Alès Bordeaux qui est d'ores et déjà considéré comme gagnant. Les matchs qui vont jouer comme le derby rhodanien dont parlait Frédéric il y a un instant, Lyon-Saint-Etienne 19h et puis Cannes-Sochaux qui se disputera si je ne m'abuse à partir de 20h30. Pour le reste Frédéric, pas de la tarte quand même hein. Non, nous serions vraiment étonnés qu'il y ait un vainqueur à 13, hein, même à 12, ça ne paraît pas évident avec les défaites conjuguées de Monaco et de Paris bien sûr. C'est ce que nous verrons messieurs, en tout cas je vous propose non pas maintenant les rapports puisque nous ne sommes pas en mesure de vous les montrer, ces rapports et pour cause, mais tout de suite la grille des 3 matchs du jour. Les 3 matchs du jour qui n'ont aucun rapport avec les mousquetaires puisqu'ils ne sont que 2, c'est 3. Marseille-Nantes bien sûr, 4-0. À mon avis ça peut rapporter gros aussi puisque 4-0 on ne coche pas ça très souvent. Montpellier-Nîmes 0-0, sans doute facile. Et puis Lyon-Saint-Etienne, Aléa, Yakta Est. Quelques images mes amis? Oui, de Marseille-Nantes pour revoir le plus beau des 2 buts de Papin. Ça nous donne surtout l'occasion de faire le point sur le classement des buteurs. Alors JPP avec 11 buts se rapproche de Wea qui en a 12. Appréciez le style de Papin. Et puis 3e Calderaro avec 8 buts.
Vraiment extraordinaire, hein. Chapeau bas. Je ne sais pas si celui de l'US Luxembourg était le plus beau de sa carrière, mais celui-ci est arrangé sûrement au Panthéon papinesque. Pas de rapport évidemment pour les 3 matchs du jour, mais tout de suite le numéro pactole. Vous serez avisé des résultats, c'est-à-dire si vous êtes gagnant aux 3 premiers rounds, bon résultat, c'est le 8 qui vous permettra de doubler, ainsi que pour les gains du match du jour, bien entendu. Merci beaucoup de votre attention, merci à l'équipe de Téléfoot que je vous rends de ce pas. Bonne fin de soirée sur TF1 bien sûr, et puis à dimanche prochain pour d'autres aventures de D1 et de D2 grâce aux grilles du loto sportif. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude, et l'aventure des buts étrangers également. Avec l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. On part tout de suite à Stuttgart, où Stuttgart en blanc recevait Francfort en rouge. Et Stuttgart, grâce à son Italo-allemand Fausto Gaudino, ouvre la marque, battant Ulrich Stein, le gardien de Francfort. Changement, ce 14 c'est Andersen. Et sur une remise de Yeboah, Andersen, dans un angle fermé, trouve la lucarne opposée de Heike Himmel, 1-1. Et ce n'est pas terminé. Stepanovic, le coach de Francfort, est satisfait. Yeboah sur cette tête, mais au-dessus. Mais ce n'est que partie remise, car sur le corner qui suit, Yeboah surgit au premier poteau, marque un but fantastique. Francfort s'impose à Stuttgart 2-1 et prend la tête de ce championnat. Le Bayern est humilié par les Kickers Stuttgart. Rostock reprend sa marche en avant. Enfin, une victoire de Mönchengladbach. Nous allons maintenant à Everton, où Tottenham a passé un sale moment. Tony Cottee, 14e minute, ouvre la marque pour Everton. Mais un but tout un opportunisme de Lineker remet les deux équipes à égalité. Lineker qui précède la sortie de Southall. Tony Cottee sur penalty et en finesse, comme vous allez pouvoir le juger, donne l'avantage à Everton. Et à la 30e minute, c'est encore Tony Cottee qui donne un score plus ample, 3-1. Arsenal a souffert devant Chelsea. Pas de détails pour Aston Villa. Leeds a été mené 4-0 et a encaissé 3 buts en seconde période. Et l'Italie, avec un petit tour du côté de chez Laurent Blanc, ou plutôt du côté d'Ascoli, où Naples jouait. Aidé et la 2e minute, but de Carica sur un centre d'Alemao. Superbe action d'Ascoli et Ziani, à la 26e minute, va remettre les deux équipes à égalité. Mais dans les rangs de Naples, il y a un fabuleux joueur qui a remplacé Maradona. Il s'appelle Zola. Zola qui est là pour ramasser ce ballon, plusieurs feintes de frappe. 2-1 pour le Napoli. 9 minutes plus tard, vous allez voir le superbe geste de Carica. Hop, une pichonnette derrière la jambe d'appui qui surprend. Voilà, une talonnade. 3-1 et ce n'est pas terminé car Zola va permettre au Napoli de gagner 4-1 et de prendre la tête du championnat italien. La Juventus a été battue. Milan AC a gagné grâce à un but de Van Basten et un but d'Albertini. Parme a gagné grâce à 2 buts de Minotti et de Grun. Et dans le derby de la Roma, Rizzitelli et Riedel ont fait match nul également. À noter que pour le Torino, Schifo a encore marqué. Il marque tout le temps. Et à noter également que tous ces buts, vous pourrez les voir ce soir dans l'émission de notre ami Pierre Sled et de son équipe de Canal+, l'équipe du dimanche, les buts italiens, allemands et anglais. Et Lyon-Saint-Étienne. Et Lyon-Saint-Étienne également. Oui, à noter également que le numéro d'octobre de 11 mondial vient de sortir avec les 2 visages de Jean-Pierre Papin, voilà. Papin marseillais, Papin équipe de France. L'occasion, Jean-Michel, de signaler que le match Espagne-France de samedi prochain sera retransmis bien sûr en direct sur TF1 à 20h40. Et de vous demander comment vous voyez cette avant-dernière sortie dans le groupe de Platini et de ses boys.
J'ai l'impression quand même que l'équipe d'Espagne est complètement démobilisée. Vicente Mira, qui est le nouveau sélectionneur, avait tenté un pari, pensait peut-être se relancer en Islande. C'était son premier match officiel. Les matchs amicaux qui avaient précédé, notamment contre l'Uruguay à Oviedo, avaient été plutôt encourageants. Là, ça a été la débandade, au point même que Mitchell disparaît de la liste. Mitchell, cela doit faire à peu près 9 ans qu'il est en équipe. Il disparaît par manque de motivation. Et je crois qu'il n'y a pas que lui qui n'est pas motivé. Alors les Bleus ont encore un bon coup à jouer. Ils seront rassemblés mardi et nous comptons sur eux, peut-être pour, comme on dit, obtenir un résultat positif. Un résultat positif qui serait l'amorce d'un super grand chelem, puisqu'après il resterait à recevoir au Parc des Princes au mois de novembre cette surprenante équipe islandaise qu'il ne faut surtout pas mésestimer. Voilà, nous allons nous quitter dans un court instant. Le temps de vous rappeler donc que Espagne-France, c'est samedi prochain. Il n'y a donc pas de championnat la semaine prochaine. Que tout à l'heure, juste après cette émission, dans la meilleure émission politique à cette heure-ci, toutes chaînes confondues, eh bien, Anne Sinclair recevra Bernard Tapie. Peut-être sera-t-il question et de politique et de sport. Et puis, de vous signaler qu'il y a un livre qui est sorti de toute l'équipe de Canal+, que j'évoquais tout à l'heure. C'est Le football, l'année plus, par Charles Bietri. Et c'est aux auditions Canal+. Voilà, merci messieurs, bonne fin de soirée, bonne semaine, merci à nos jeunes visiteurs, et puis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Téléfoot. Monsieur Meuble, nous sommes bien ensemble. Et j'ajouterai une annonce, un match amical qui aura lieu le mercredi 9 octobre à 20h au stade de la Porte de Montreuil. Une toute nouvelle équipe, Africa Star, coachée par Jean Vincent, qui inaugurait cet après-midi à Auchel la salle Omnisport Jacques Sécrétin. L'Africa Star rencontrera donc le 9 octobre à 20h au stade de la Porte de Montreuil le Variété Club de France. Beaucoup de grands noms sur la pelouse du stade de la Porte de Montreuil.